Alors, comment les entreprises traditionnelles peuvent-elles utiliser l'IA aujourd'hui pour essayer peut-être de rattraper ce que l'on appelle les entreprises digital native? Quel est le degré de maturité des entreprises françaises et des entreprises à l'international en termes d'utilisation de l'IA? Nombre d'entre vous se posent sûrement ces questions-là. Donc, je vous propose tout de suite des éléments de réponse avec Nicolas de Belfond, directeur associé senior et directeur monde de BCGX.IA. Il va nous dévoiler en avant-première les conclusions de son étude sur ce sujet. Bonjour à toutes et tous, merci. D'abord très heureux d'être ici. Je remercie Marcus et Jean-Marie d'avoir parlé de la réalité de la technologie. Parce que moi, je vais vous parler de la réalité de l'IA dans les entreprises. Et si la première était impressionnante, la deuxième l'est un peu moins. Alors, 3 messages que je voudrais vous faire passer. Le premier, c'est que quand on regarde les entreprises les mieux préparées aux défis de demain, celles qui aujourd'hui croissent le plus vite, gagnent des parts de marché, innovent le plus, elles ont l'IA au cœur de leurs caractéristiques. Le deuxième message, c'est que les leaders sur ces sujets creusent l'écart. Et en fait, on ne voit pas du tout un phénomène de nivellement, un phénomène de normalisation. Ceux qui investissent le plus, ceux qui sont à la pointe, creusent l'écart avec les autres. Et enfin, la France dans tout ça, eh bien, la France n'est pas en avance. Et c'est un euphémisme. La bonne nouvelle, c'est que le sujet et le levier pour faire avancer l'IA dans nos entreprises n'est pas la technologie, n'est pas l'accès au talent, c'est le management. Alors, je vais commencer par vous partager effectivement les résultats d'une étude qui n'est pas encore sortie, que vous avez en avant-première, où on a analysé les grandes caractéristiques de ce qu'on appelle les companies of the future, les entreprises qui sont déjà aujourd'hui celles qui gagnent en termes de croissance, innovation, retour sur investissement pour les actionnaires, mais aussi caractéristiques environnementales, et qui sont aussi les plus résilientes, celles qui rebondissent le plus vite, voire gagnent des parts de marché pendant les crises. Je passe sur l'ensemble des caractéristiques. La première d'entre elles, celle qui est la plus marquante, c'est l'utilisation à grande échelle de l'intelligence artificielle, à la fois dans leur processus et dans leurs offres. Alors évidemment, il y en a d'autres, notamment un fonctionnement beaucoup plus agile, une capacité à attirer les talents, une culture de l'innovation, mais réellement la caractéristique principale de ces sociétés, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle à grande échelle. Alors si on zoome là-dessus et on regarde, il y a différents niveaux de maturité dans l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise. On a défini 4. Depuis celles qui sont, on va dire, en découverte, qui n'ont pas vraiment commencé à développer ou déployer des solutions d'intelligence artificielle et qui commencent les expérimentations. Celles qui sont en construction, elles ont quelques gros sujets sur lesquels elles déploient de l'intelligence artificielle, des investissements un peu fragmentés, pas forcément un grand suivi de l'impact que ça peut avoir, mais qui commencent à en retirer de la valeur. Celles qui sont en passage à l'échelle, où là, on a quelques sujets qui commencent à se matérialiser, à avoir un réel impact bénéfique, une gouvernance spécifique qui s'installe sur l'intelligence artificielle et une création de valeur qui commence à être visible. Et enfin, celles qu'on va appeler vraiment ayant l'IA au cœur de leurs opérations, qui ont de nombreuses solutions d'intelligence artificielle déployées à grande échelle dans l'entreprise et qui ont mis en place une stratégie, des politiques, une gouvernance, qui ont de la donnée, qui ont vraiment construit un écosystème technologique autour de l'intelligence artificielle, qui ont les talents et qui ont réussi à transformer leur mode de fonctionnement pour que l'intelligence artificielle vraiment prenne sa place dans l'entreprise. La réalité, et là on est sur un périmètre mondial, tout secteur et toute géographie, c'est que le cadran en haut à droite, c'est 12% des entreprises. Donc on a un écart, et là on parle vraiment de très grandes entreprises, un échantillon de 600 entreprises parmi le top 2000 mondial, 12%. Donc on a un écart qui est assez important entre la réalité technologique, et on a vu tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec les versions les plus avancées
de l'intelligence artificielle, l'IA générative, effectivement, ChatGPT, GPT-3, Midjourney, etc. Et la réalité, qui est que l'adoption, et là on ne parle pas de l'adoption de ChatGPT, on parle de l'adoption de versions entre guillemets plus basiques de l'intelligence artificielle, est encore limitée. Alors, néanmoins, ces sociétés qui ont réussi à passer à l'échelle, à être véritablement, à exploiter au maximum les bénéfices de l'intelligence artificielle, sont des sociétés qui gagnent. Alors, quelques chiffres, elles ont un retour sur investissement, donc ce qu'on appelle le Total Shareholder Return, qui est très largement supérieur à la moyenne, plus de 55% supérieur à la moyenne. Elles croissent plus vite, elles ont une croissance de leur profit qui est plus importante, elles gagnent des parts de marché, elles ont un meilleur score de NPS, donc elles satisfont mieux leurs clients, donc elles gagnent sur tous les plans. Et ce qui est important, c'est que ce ne sont pas que les entreprises auxquelles on s'attendrait, à savoir évidemment les géants de la tech, évidemment un certain nombre d'entreprises, on va dire, natives du digital, mais aussi ce qu'on appelle les digital incumbents, c'est-à-dire des entreprises historiques, certaines sont multicentenaires, qui ont réussi à saisir les technologies digitales, l'intelligence artificielle, pour se hisser au niveau, voire au-delà, d'entreprises natives du digital. Et vous en avez quelques-unes ici. On en retrouve dans le secteur de l'assurance avec Ping An, on en retrouve dans le secteur de la distribution, on en retrouve dans le secteur de l'automobile, des biens industriels. En réalité, on en retrouve dans tous les secteurs. Il n'y a pas de spécificité de ce point de vue. Ce sont vraiment des entreprises qui ont pris l'intelligence artificielle comme moteur de leur transformation et qui l'ont utilisé pour revoir complètement plusieurs de leurs offres ou de leurs processus. Deux exemples, John Deere utilise les capteurs. John Deere, c'est une société qui vend des tracteurs et des outils pour l'agriculture. Ils utilisent les capteurs sur l'ensemble des outils qu'ils vendent aux agriculteurs pour exploiter des données qui ensuite leur permettent de vendre sur la base de l'intelligence artificielle des services aux agriculteurs pour prédire la composition des engrais qu'il faut mettre dans leur sol pour maximiser leur récolte, pour prédire le bon moment où planter pour avoir la meilleure productivité, etc. etc. Un autre exemple, H&M, qui est un exemple public là aussi, où ils utilisent l'intelligence artificielle là pour optimiser l'ensemble de leurs opérations, depuis la détection de la tendance dans 2 ans. Est-ce que les chemises bleu marine vont revenir à la mode ou est-ce qu'il faut plutôt investir dans les sweats à capuche pour prédire combien de pièces acheter, pour prédire où envoyer chaque pièce dans chaque magasin, quelle communication envoyer à chacun de leurs clients et à quel prix mettre leurs produits. Là, on parle vraiment de sociétés où on n'est pas dans des optimisations, on va dire, marginales, on n'est pas dans des pilotes, des proof of concept, on est dans un déploiement à très grande échelle de solutions d'intelligence artificielle qui changent complètement la manière de travailler. Et ces sociétés qui sont en avance sur l'intelligence artificielle creusent l'écart. Comme je le disais, il n'y a pas de phénomène de nivellement. On pourrait imaginer que, comme la technologie est de plus en plus disponible, en réalité, tout le monde, au bout d'un moment, est au même niveau. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les leaders enclenchent un cercle vertueux de ROI. Elles investissent 6 fois plus dans l'intelligence artificielle que celles qui sont, entre guillemets, des débutantes. Et elles voient un ROI 3 fois supérieur sur ces investissements. Elles ont un profil d'investissement technologique qui est beaucoup plus tourné vers les technologies de demain que celles d'hier. Par rapport aux entreprises débutantes de l'intelligence artificielle, elles investissent beaucoup moins dans la modernisation de leur infrastructure, ça c'est déjà fait, et beaucoup plus dans l'acquisition de talents et dans la gestion du changement autour de l'intelligence artificielle. Elles ont mis en place des modèles de gestion de la technologie qui est beaucoup plus agile. Elles sont capables d'attirer beaucoup plus de talents. Elles sont près de 60% à complètement internaliser leurs talents sur l'intelligence artificielle. Et enfin, elles ont un top management qui est beaucoup plus éduqué à ces sujets. 80% ont un top management qui est vraiment pointu sur les sujets digitaux et IA.
contre moins de 30% pour les autres. Donc il y a vraiment un phénomène de découplage qui se fait entre ces sociétés qui prennent le leadership sur les sujets d'intelligence artificielle et les autres. Alors la France dans tout ça. Mais la France n'est pas en avance, comme je le disais. Loin s'en faut. Quand on regarde la distribution entre les débutants, ceux qui commencent à construire des solutions d'intelligence artificielle, ceux qui sont en train de les déployer à grande échelle et celles qui sont vraiment des leaders dans le sujet, on a un écart de, on va dire, 10 points, si on prend les deux premiers niveaux, entre la France et le reste du monde. Alors, ce n'est pas dramatique. On aurait pu s'imaginer, dans le reste du monde, on a la Chine, on a les États-Unis, donc on a des écosystèmes plus développés, avec des sociétés en moyenne plus matures, mais néanmoins on est en retard. Et on est en retard alors même que, de mon point de vue en tout cas, on a en France un écosystème exceptionnel. Un écosystème exceptionnel d'un point de vue en particulier des talents. J'ai la chance de diriger plus de 1500 personnes dans le monde qui font de la data science et de l'IA. Je peux dire que c'est en France qu'on a, en tout cas, la France est un des marchés dans lesquels on a la capacité de développer les meilleurs talents dans ce domaine dans le monde. Et pour autant, nos grandes entreprises ne l'utilisent pas à son plein potentiel. Alors non, ce n'est pas un problème de talent, ce n'est pas un problème de technologie. La technologie, elle est mature, elle est éprouvée. Alors ChatGPT, c'est un peu balbutiant, mais quand on regarde les solutions d'intelligence artificielle, en réalité, le machine learning, les random forest, etc., ça date d'il y a, allez, à minima 40 ou 50 ans. Donc on n'est pas sur des technologies qui sont tellement innovantes qu'on ne saura pas les utiliser. Donc le problème n'est pas là. Alors, et désolé, il y a beaucoup de chiffres sur ce graphe, mais on a regardé les grandes caractéristiques opérationnelles de ces entreprises leaders de l'IA et comment est-ce que ça se compare aux chiffres français. Et en fait, bon, il y a certains sujets sur lesquels on est aussi bon, voire meilleur, sur les sujets d'outillage, sur les sujets d'IA responsable, des sujets sur les sujets de gouvernance. En France, on aime beaucoup faire de la gouvernance et des chartes, donc là, on est assez bon. Il y a des sujets sur lesquels on est marginalement moins bon, comme la capacité d'aller chercher les talents. Les talents sont là, mais en fait, il est vrai que dans beaucoup de cas, on voit qu'ils sont attirés soit par des startups, soit par des géants de la tech, et moins, en tout cas pas assez souvent par nos grandes entreprises. Mais les sujets sur lesquels on est le plus en retard, c'est la stratégie et c'est la gestion du changement. La stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on n'est pas sûr que soit c'est un vrai sujet, un bon sujet, soit de quelle direction lui donner, sur quoi investir, quoi prioriser, que faire fondamentalement de l'intelligence artificielle pour nos grands groupes. Et ensuite, la gestion du changement, c'est presque le sujet le plus critique. Et c'est vraiment la partie sur laquelle, de mon expérience, on est les plus mauvais. On voit l'intelligence artificielle comme un outil de plus qu'on va déployer comme on déployait la nouvelle version de SAP. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça, et je vais finir par deux messages rapides. Si la robotique, c'était l'automatisation, la digitalisation du monde physique, l'IA, c'est la digitalisation du monde cognitif. C'est la digitalisation de ce qui fait de nous des êtres pensants, donc la capacité de percevoir, la capacité d'anticiper, de décider, de synthétiser. On l'a vu avec Midjourney ou avec GPT-3, demain de créer. C'est la digitalisation de l'intellectuel. Et donc, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans changement radical des manières de fonctionner et de décider dans une entreprise. Et ça se joue à tous les niveaux. Ça se joue au niveau des équipes opérationnelles qui vont devoir travailler différemment, qui vont devoir avoir un rôle différent à titre individuel, mais ça se joue aussi au niveau du top management, puisque quand on est sur des solutions d'intelligence artificielle qui vont travailler sur des sujets stratégiques pour l'entreprise, ça veut dire qu'une partie des décisions que prenait le comité de direction ou le CEO, ils ne vont plus les prendre. Ils n'ont plus besoin de les prendre, ou en tout cas, ils vont les prendre différemment. Et donc, cette gestion du changement, elle se joue
à tous les niveaux et elle est systématique. Et si elle n'est pas abordée de front, en réalité, on ne peut pas tirer les pleins bénéfices de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est le point bloquant numéro 1, à mon sens, en France, sur le déploiement de l'intelligence artificielle. Et c'est là que, je reviens sur ce que je disais au début, le levier, la bonne nouvelle, c'est qu'il est entre nos mains. Ce n'est pas un levier technologique, ce n'est pas un levier sur la disponibilité des talents, ils sont là. C'est véritablement un levier managérial. Comment est-ce qu'on anticipe, prend en compte le changement profond que l'intelligence artificielle va avoir sur les métiers, sur les manières de travailler, sur les manières de prendre des décisions. Et je fais finir par une réflexion presque philosophique. Il y a deux visions qui s'opposent dans le monde de l'entreprise. Et vous regardez les déclarations de Jack Ma en Chine et celle d'Elon Musk. Il y a une version Terminator et une version Iron Man. Terminator, c'est quoi? C'est en fait la gestion du changement, c'est trop compliqué. Faire évoluer les gens, c'est trop difficile. On va les remplacer par des machines. Et en fait, on va créer, et c'est souvent des startups qui vont se créer, de zéro, où il y a beaucoup moins de monde qui travaille, et on automatise le plus possible, et comme ça, on s'économise le problème compliqué de devoir faire évoluer la manière de travailler des gens. C'est la version Terminator. Et la version Iron Man, c'est l'humain augmenté. On aide fondamentalement les collaborateurs, les dirigeants, les décideurs à utiliser l'IA pour être meilleurs. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus facile en réalité de se dire, moi j'avais une tâche, quelqu'un la faisait, j'enlève cette personne, je remplace par une machine. La version de droite, à ma préférence, à titre personnel et je pense sociétal, c'est pas sûr qu'elle gagne. Le jeu n'est pas joué. Et si collectivement, on veut d'un monde qui ressemble plus à Iron Man qu'à Terminator, je pense qu'il y a un travail très important de gestion du changement, d'accompagnement, de s'assurer que l'intelligence artificielle est comprise, est utilisée pour améliorer la manière dont on travaille, pas pour remplacer le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas de Belfond pour cette présentation. Un bilan pas très positif pour les entreprises françaises en termes d'utilisation de l'IA, mais on retiendra que le levier existe et qu'il est bien aux mains des managers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise les assises en espérant que ces cas d'usage qui vont suivre vont pouvoir vous inspirer.